Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans le webinaire du FOD qui est consacré au retour qu'ont eu des adhérents du FOD exposant au salon Solutions RH sur un petit peu voilà, qu'est-ce que ils ont pu voir sur ce salon, quelles ont été les nouveautés ou peut-être les discussions qu'ils ont eues à l'occasion de ce grand salon sur la formation digitale pour nous donner un petit peu leur ressenti. Et puis, quels sont peut-être les signaux faibles qu'ils ont pu détecter sur les évolutions du marché de la formation à distance. Donc, je souhaitais déjà pour vous remercier de vous être inscrits aussi nombreux à ce webinaire. Donc, sans plus attendre, je vais laisser nos intervenants, donc tous adhérents du FOD, certains plus anciens que d'autres, se présenter. Donc, petit tour de table. On va commencer par Stéphanie. Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes et votre structure? C'est à vous, Stéphanie. Oui, bonjour. Bonjour, vous m'entendez, j'espère. Bonjour. Voilà, donc je suis Stéphanie Viel, donc je suis chef de projet formation digitale au sein d'Axilos. Donc déjà, merci pour cette invitation. Donc je travaille en fait dans la formation depuis une quinzaine d'années, donc à des postes différents, donc que ce soit formateur, responsable formation, chef de projet. Donc aujourd'hui, je travaille chez Axilos, donc qui est une agence de formation digitale, entreprise de formation depuis 4 ans. On est basé à Paris et à Caen en Normandie et nous intervenons donc sur tout le territoire français. Donc on a 4 domaines d'intervention. Premièrement, la création de modules digitaux. Deuxièmement, l'accompagnement en fait, des entreprises vers la transformation digitale, que ce soit sur transformer sa formation présentielle en distanciel. Ça peut être aussi la mise en place d'un LMS ou de nouveaux process. Nous commercialisons également un LMS qui s'appelle Quid et un livret d'acquisition des compétences en ligne. Et on a également un catalogue de modules e-learning de 150, à peu près 150 modules sur étagère. Merci, Voilà. Stéphanie. Marc Poncin pour e-Academy. Donc, Marc Poncin, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis le directeur de la formation continue et de l'apprentissage du groupe e-Academy. E-Academy, en fait, c'est une e-business school qui fait de l'enseignement supérieur 100% en distanciel, qui est décliné aussi sous forme blended selon les partenaires, selon les métiers. On intervient sur toutes les fonctions transverses de l'entreprise, plus sur des métiers un peu particuliers comme l'immobilier, et la banque et assurance, tous les métiers du numérique. Aujourd'hui, on a près d'une dizaine de centres de formation, enfin de sites de formation, de représentation en France, là où on met en place effectivement certaines de nos formations en blended. On fait aussi bien de l'enseignement supérieur, on ne fait que de l'enseignement supérieur, pardon, mais aussi bien en formation initiale qu'en formation continue. Et on a une cinquantaine de titres RNCP et on existe depuis 15 ans. Et donc, on est un des précurseurs en fait du e-learning diplômant en France et on a notamment été parmi les premiers à mettre tous nos blocs de compétences CPF 100% distanciel. Voilà pour vous situer un petit peu. Et puis, il y a d'autres activités dans le groupe autour du recrutement, des job boards, etc. Mais voilà, donc on s'oriente aussi vers la partie, compte tenu du fait qu'on fait beaucoup de diplômants, sur la partie emploi et formation. Merci Marc. Arnaud pour Rise Up. Oui, bonjour. Donc, Arnaud Blachon, donc cofondateur de Rise Up. Donc,
RiseUp est une société qui permet aux entreprises de créer des campus en ligne multimodalité. Donc, plateforme LMS centrée sur le blended learning. L'idée étant de composer des parcours avec à la fois du e-learning, du distanciel, de la classe virtuelle et surtout d'avoir l'ensemble des outils intégrés dans la plateforme. Voilà. En quelques mots pour vous aider à situer. Donc, c'est un peu plus de 260 clients aujourd'hui, 50% entreprises, 50% organismes de formation, puisqu'on va trouver à l'intérieur de la plateforme un vrai outil également de planification, de gestion des documents légaux pour vraiment avoir l'ensemble de l'activité formation centralisée dans un seul outil. Merci Arnaud. Je laisse la parole à Patrice pour Expert Quiz. Oui, bonjour. Expert Quiz, c'est un LMS à part entière, mais qui a une particularité, c'est d'avoir un focus sur le sujet de l'évaluation. Néanmoins, il permet de mettre en œuvre du e-learning ainsi que pas mal d'outils autour de l'animation interactive des formations. Des outils aussi dédiés à l'évaluation de formation, j'en reparlerai tout à l'heure. Et puis, bien sûr, un focus sur l'évaluation, le test de connaissances et de compétences, et plus largement d'ailleurs la gestion des compétences, c'est-à-dire la capacité à suivre dans le temps la progression de collaborateurs par rapport à un référentiel de compétences. Bah écoutez, merci à tous les quatre. Et puis, je tenais aussi à souligner qu'il y avait Nora avec nous, hein, Nora Azouz, qui travaille également au FOD et en charge de la communication et de l'administration. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, le salon a eu lieu en septembre, e-Learning Expo. Malheureusement, il n'y a pas eu non plus beaucoup de participants parce qu'effectivement, la rentrée est compliquée et difficile avec la crise sanitaire qu'on connaît. Mais vous quatre avez été exposants lors de ce salon. Donc, on voulait un petit peu faire profiter nos participants de vos retours, des enseignements, des conversations que vous avez pu avoir avec des contacts et des prospects potentiels ou voilà, des conférences que vous avez suivies. Nous donner un petit peu votre ressenti sur les tendances et votre analyse un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui, de l'actualité du monde de la formation de la digitale, sachant que effectivement, peut-être qu'avec le confinement et le Covid-19, on voit bien qu'il y a eu certainement une accélération, au moins dans les réflexions autour de ce sujet. Je donne la parole à Stéphanie. Stéphanie, est-ce que, voilà, en 5 minutes, vous pouvez nous donner un peu votre ressenti et dans un deuxième temps, basculer un petit peu sur les réponses que vous apportez pour Axylos? Alors, pour moi, donc, les tendances perçues lors du salon de Digital Learning, je n'ai pas senti qu'il y avait beaucoup de nouveautés, hein, je parle technologiquement. Bien sûr, on a toujours le côté formation immersive, gamification, mais je n'ai pas vu de grandes nouveautés. Après, je pense que c'est aussi dû au contexte. Par contre, on a eu donc, moins de personnes, mais vraiment des personnes qui venaient avec des projets qui étaient vraiment en pleine transformation. Donc, on a ressenti avec mes collègues, en tout cas, une urgence des interlocuteurs, que ce soit des entreprises, des formateurs, des directeurs d'organismes de formation, de trouver une solution rapide pour digitaliser leur formation et bien sûr garder en même temps l'efficacité. Et ils avaient besoin de conseils, un besoin de formation, de conseils, d'accompagnement aussi pour la création de modules multimodaux. On avait aussi beaucoup de besoins sur la mise en place d'un LMS. Et puis des gens qui se posaient aussi posaient des questions sur la réorganisation aussi des compétences dans leurs équipes. Voilà, donc en plus aujourd'hui avec le référentiel qualité Calliope, ça accélère d'autant plus le besoin car ils ont besoin en fait de repenser à la qualité des prestations et en même temps bien sûr de faire du business et puis de digitaliser au plus vite. Donc c'est vrai que pour ceux qui n'avaient pas pris le virage du digital, là, on sent en tout cas une urgence et un besoin de conseil. Alors nous, avec Axylos, comment on y répond? En fait, on met en place une cellule d'accompagnement des entreprises, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va travailler avec des entreprises ou des organismes de formation pour mettre en place avec eux des projets de transformation. Donc, on va accompagner un chef de projet interne chez le client
pour définir ensemble des actions à réaliser pour atteindre des objectifs. Donc, tout ça dans une co-construction d'un plan d'action. Donc, ça peut être sur la mise en place d'une plateforme, l'accompagnement des formateurs aussi sur la transformation de leur formation ou travailler sur un process administratif. Donc, sur notre plateforme Quid, donc, qui est une plateforme simple, fluide et responsive, ce qu'on vient de faire, nous, c'est qu'on a mis en place un livret d'acquisition des compétences en ligne qui permet de s'auto-évaluer, enfin, à l'apprenant de s'auto-évaluer avant et après une formation. Et puis au manager, en fait, d'avoir au manager ou au formateur, en fait, tout dépend du contexte, de pouvoir voir les objectifs que l'apprenant s'est fixés et puis aussi en discuter avec son manager. Et puis, bien sûr, pour les entreprises qui doivent aller vite, on est là aussi pour les aider à créer des modules digitaux. On met à disposition donc, notre équipe, nos studios, pour la réalisation de ces modules, que ce soit la scénarisation ou de la production. Voilà, mon retour sur le salon. Merci Stéphanie. On va passer maintenant à Marc Poncin. Marc Poncin, un peu ton retour, comment tu as perçu le salon? Alors, comme il est indiqué là, effectivement, mais tu l'as déjà souligné, c'est que la fréquentation a été quand même, ça a été un peu tristounet, on pourrait dire, mais globalement, je trouve que les contacts ont été plutôt très qualitatifs. C'est-à-dire que d'habitude, sur un salon, on peut avoir 100, 150 contacts et on n'en a toujours que 15 à 20% de vraiment utiles ou de vraiment efficaces. Et l'impression que j'ai eue, c'est qu'effectivement, en fait, les contacts se sont décantés d'eux-mêmes. Ceux qui venaient avaient vraiment des projets très ciblés, précis, et vraiment des super motivations pour aller plus vite que d'habitude. Ça a déjà été souligné par Stéphanie juste avant. Globalement, mais ça tient un peu aussi à notre proposition, forcément, c'est que les gens sont plus en recherche d'appui, de conseils, de coopération, de coproduction de formation, puisque donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on développe en fait du diplôme 100% distanciel, après avec des mises en forme différentes blending. Donc, on se pose plus effectivement en coproducteur de formation ou en apportant effectivement un service sur une formation pour une branche professionnelle, par exemple, ou pour une grande entreprise. Donc, voilà un peu mon retour rapide sur le salon. Et vraiment, j'ai rencontré effectivement des DRH qui disaient, voilà, comment… mais une fois de plus, c'était surtout par rapport à du diplômant. Donc, ce qui donne un axe un peu particulier. Donc, notamment des CFA d'entreprise, des centres de formation d'entreprise, des DRH qui réfléchissent aujourd'hui à se dire j'ai des problématiques de pénurie de compétences, des problèmes d'apprentissage, mais qu'il faut que je mette aujourd'hui en grande partie à distance. Donc, c'était plutôt ça, là, quelle était leur demande. Pardon. Donc, on voit bien que ça reste quand même encore des demandes très, très en amont de la prise de décision. Oui, aujourd'hui, si je prends par exemple un groupe hospitalier sur une formation en particulier… On ne t'entend pas très bien, Marc. Je dis, si je prends l'exemple d'un groupe hospitalier, enfin d'un groupe d'EHPAD sur une formation, par exemple, d'aide-soignant, ils sont en pleine réflexion. Oui, là, ils sont encore assez en amont, effectivement, de la décision. Là, ils sont même plutôt en train de se dire on va créer notre propre CFA. Enfin, et aujourd'hui, il y a le problème du distanciel qui vient les heurter de près. Donc, d'où effectivement la demande vers quelqu'un comme chez nous, par rapport à notre expertise pour développer du diplômant à distance. Alors, dans les réponses, il y a des réponses à la fois, j'ai envie de dire, un peu personnelles, mais qui ne sont pas personnelles, qui font partie un peu du côté un peu plus institutionnel de e-Academy. C'est que moi-même, donc, j'ai sorti fin août, alors il est sorti juste, je dirais presque au bon moment. Donc, j'ai sorti un livre chez Duno qui s'appelle « Du présentiel au e-learning efficient ». Donc, c'est déjà une manière de contribuer en fait à l'ensemble du débat et d'amplifier en fait un peu cette expertise de e-Academy que j'évoquais tout de suite.
une des particularités de ce livre, mais de ce livre, pas seulement du livre, mais en tout cas de ce qui est un peu à la fois notre cheval de bataille et à la fois le mien en particulier dans la partie B2B de e-Academy, puisque c'est aussi mon axe pour le développement d'e-Academy, c'est de travailler à la fois sur la dimension technologique, pédagogique, juridique et économique, en fait, qui est un cadre particulier de la formation professionnelle à distance, puisqu'il y a tous ces 4 dimensions qui viennent s'interpeller dans la construction d'une formation. Et notamment, si je prends l'axe juridique, qui est le deuxième point du PowerPoint qui est là, de la diapo, on l'a constaté. D'ailleurs, le FOD a fait de nombreux webinars, et puis il y a eu des webinars un peu dans tous les sens sur comment rendre compte effectivement d'une formation à distance si elle s'est bien déroulée. Donc, tout le monde a découvert l'application du décret des faisceaux de preuve, ce qu'on appelle plus couramment le décret des faisceaux de preuve, qui existait déjà depuis 2015, qui a été confirmé par la loi de 2018, mais qui, je pense, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un peu un de mes dadas actuels, c'est-à-dire je pense que là, il y a encore beaucoup de travail technologique à faire pour améliorer effectivement le suivi d'une formation. Bien entendu, il y a le fait de demander des travaux, de demander des jalons. Ça a un côté pédagogique, mais ça a un côté aussi qualitatif. On y reviendra tout à l'heure, puisqu'on a prévu de parler un peu plus sur l'aspect pédagogique. Mais je reste étonné aujourd'hui à quel point, effectivement, ce décret des faisceaux de preuve, cette manière de rendre compte et de valoriser aussi pour une entreprise une formation à distance, pour qu'elle soit considérée comme une vraie formation et pas simplement une mise à disposition de ressources. Donc, comme quoi, effectivement, aujourd'hui, ça, c'est encore très mal connu. Mais une fois de plus, je pense qu'il y a. Donc, c'est un travail que l'on fait aussi et qui fait partie de notre différenciation ou nos travaux de R&D en interne chez e-Academy, de travailler effectivement au-delà de simplement la réponse purement juridique, mais de le voir de manière plus systémique. En termes de qualité pédagogique également, ça peut répondre à une amélioration de la qualité pédagogique de la formation. Et puis, la réponse plus globale, c'est un peu ce que j'ai évoqué dans les exemples de contact du salon, c'est qu'aujourd'hui, e-Academy, par rapport à des organismes de formation d'entreprise, d'autres organismes de formation avec lesquels on développe des partenariats parce qu'à un moment donné, ils cherchent un partenaire pour digitaliser leur diplôme. Mais notamment, un des axes qui m'intéresse en premier lieu, c'est les organismes de formation ou les CFA d'entreprise qui aujourd'hui ont besoin de diplômes. Donc, comme on a une cinquantaine de titres RNCP, donc à la fois on peut apporter un titre RNCP, enfin un diplôme à une entreprise, mais surtout effectivement les aider dans l'évolution du distanciel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de CFA d'entreprises qui se sont créées, mais qui se sont créées un peu sous forme traditionnelle, même parmi les plus grandes entreprises. Si je pense notamment à Deco et Accor qui ont créé un CFA parmi les premiers, ils l'ont créé pour l'instant en présentiel. Donc on voit bien qu'après, même pour des entreprises qui ont de gros moyens, passer à l'échelle d'une formation sur le plan national et surtout en distanciel, effectivement, ça demande une autre expertise, voire par exemple des branches professionnelles qui souhaiteraient monter un peu une école spécifique. Donc voilà un peu nous en quoi en tout cas sur quel type de solution et quel type de réponse on apporte aujourd'hui et quelles sont nos offres sur la partie plus B2B. Après, le reste, c'est la partie B2C traditionnelle depuis longtemps sur toute l'alternance, etc., la formation continue, la reconversion professionnelle. Oui, et on sait aujourd'hui qu'effectivement, l'apprentissage est quand même un objectif important pour les entreprises qui sont amenées à développer leur propre CFA et qui ont besoin d'être accompagnées effectivement dans cette démarche-là. Un des contacts, je prends un dernier exemple sur des contacts avec des grosses institutions nationales qui ont vraiment déjà des CFA très anciens, mais effectivement, leur problématique, c'est de dire comment je développe mes diplômes à distance. Et donc, c'est là où on se positionne en partenaire ou en co-développeur de formation. Merci Marc. Arnaud pour Rise Up. Avec le micro, c'est mieux. Ça y est.
Oui, alors du coup, je vais faire original, mais moins de monde, évidemment. Il y avait moins de participants que prévu. Par contre, cette année, par rapport aux autres années, avant de rentrer purement dans les demandes, c'est vrai que globalement, moins d'innovation pédagogique, parce que je pense que tout le monde a fait le même constat. Finalement, on n'est pas à la recherche d'innovation en ce moment, on est plutôt à la recherche de ce qui est existant soit utilisé. Les entreprises ont déjà, pour beaucoup, il y avait celles qui avaient investi, celles qui n'avaient pas encore investi. Et parmi celles qui avaient investi, il y avait aussi, en fait, on a lancé plein de choses. On a lancé des choses dans le mobile, des choses dans le web, on a lancé de la réalité virtuelle. Et finalement, on s'est aperçu pendant le confinement, où là, ça a été le test de est-ce que ce qu'on a mis en place, ça marche. Ben là, en fait, on avait des freins. Et donc, la tendance qu'on a vue chez les gens qui sont venus, c'était plutôt de rationaliser. Rationaliser et se dire, bah, OK, on a fait des tests, on a mis plein de choses en place, mais finalement, on n'a pas réussi à avoir quelque part cette usine à production de contenu qui fait que bah, à partir du moment où on arrive on a des gens qui ont du temps, qui sont prêts à apprendre et qui sont maintenant en demande, et ben finalement, très peu d'entreprises étaient en capacité de répondre. Voilà. Et donc, elles attendent d'un partenaire plutôt LMS, parce que la plateforme étant centrale, d'être accompagné dans cette démarche. Et donc, on était plutôt sur des demandes où l'idée est maintenant un besoin de rationaliser, de centraliser. Et donc, quand on parle beaucoup voilà, de LMS, de LXP ou autre, finalement, l'idée, c'était de se dire, pour une entreprise aujourd'hui, il faut que ce soit simple pour l'apprenant. Il faut que même si on utilise plusieurs modalités pédagogiques, on les trouve à un seul et même endroit pour qu'on soit en capacité finalement d'avoir des parcours cohérents. Voilà. Donc ça, c'est en tout cas la vraie tendance qui s'est dégagée sur les gens qu'on a pu voir au salon, mais même globalement en dehors du salon, les demandes qu'on a maintenant depuis la rentrée ou depuis cet été, c'est vraiment soit on n'était pas équipé, on a besoin de s'équiper et de centraliser, soit on était équipé, on s'aperçoit finalement que ça partait dans tous les sens et on a besoin de rationaliser. Voilà. Un besoin de contenu aussi, un besoin d'être en capacité de dire à l'entreprise, on va vous accompagner dans le choix des meilleurs contenus et surtout en tant qu'acteur plateforme. Et là, on rentre un peu dans la réponse. On voudrait aussi vous garantir une expérience utilisateur, quel que soit le type de contenu qui sera unifié. Voilà. Donc, l'idée étant de se dire, à partir du moment où ça rentre dans votre campus en ligne, que vous ayez cherché du contenu expertise métier, du contenu sur étagère sur un domaine générique, des langues ou autres, et finalement, on attend de la plateforme qu'elle soit aussi garante de cette expérience utilisateur simple qui va faire que c'est utilisé au dernier kilomètre et qu'on a aussi la capacité de le massifier. Parce que le gros problème qu'on a eu dans beaucoup d'entreprises, c'est que finalement, la scalabilité n'était pas présente. Et c'est un terme que vous venez d'utiliser, Marc. C'est vrai qu'on a beaucoup d'entreprises qui finalement avaient acquis des choses, mais ont eu du mal à massifier. Et là, on était vraiment dans une période de test. Et on a des entreprises qui nous disaient, finalement, on a besoin de passer de 100 personnes qu'on expérimentait sur un sujet tiers à 15, 20, 25 000 personnes dans le monde entier qui vont exploiter ça. Voilà. Et donc, ça a été un vrai test pour pas mal de solutions. Et là, aujourd'hui, je pense que ce qui est bien, c'est que ça a permis aussi aux entreprises de se recentrer sur les bonnes questions, de ne plus être en recherche globalement de la nouvelle innovation pédagogique, mais de déjà se concentrer sur comment ce qu'on a mis en place va fonctionner et de recentrer le débat sur de quoi les gens ont vraiment besoin. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça les points clés du salon. Évidemment, la partie compétences est maintenant au cœur de tout ça parce qu'on souhaite que le collaborateur soit en recherche de développement de compétences. C'est aussi la loi qui a initié le virage. Donc, être en capacité d'avoir les compétences qui sont indexées dans les plateformes, de rechercher des contenus en fonction de ça également et d'avoir un parcours qui est bâti sur mesure en fonction des projections de compétences requises, c'est la deuxième, quelque part, demande clé du moment à laquelle on doit faire face. Voilà. Donc, si je comprends bien, Arnaud, votre ressenti, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup moins d'innovation pédagogique et si se comprenait aussi vis-à-vis de la période, avec un besoin de rationalisation de la part des entreprises ou de s'équiper ou de rationaliser pour avoir, recentraliser les contenus à un même endroit et rendre du coup les parcours d'apprentissage aussi plus fluides en n'ayant pas à les chercher à droite et à gauche et en ayant le choix de l'efficience, on va dire. Exactement. Oui, donc les implications, vos réponses, comment vous voyez l'accompagnement justement sur le moyen terme de ces besoins? Alors, le premier, c'est justement maintenant d'offrir des outils qui centralisent. Voilà. Le rôle de la plateforme n'est pas uniquement de simplifier les choses.
Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu trop de… C'est un petit peu l'évolution du marché qui a fait ça et aussi l'écosystème EdTech s'est fortement développé et tant mieux. Mais c'est juste que dans les entreprises, vous trouvez parfois 6, 7, 8 applications différentes pour le learning. Voilà. Ce qui donne qu'à la fin, le collaborateur, alors qu'on a pensé faire ça pour lui, en lui trouvant les meilleures expériences d'apprentissage possibles, on se trouve parfois dans des situations où on a des clients qui viennent nous dire j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et en fait, le dernier kilomètre, le collaborateur ne comprend plus rien. Donc, il y a un vrai besoin de recentrer ça, de connecter les choses et de les faire fonctionner ensemble. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Le second, c'est en effet d'accompagner le collaborateur dans le choix des formations. Parce qu'on a eu ces dernières années, c'est pareil, la course au plus gros catalogue. Des gens qui venaient nous dire, je veux agréger 500, 600, voire 8000 contenus de formation différents parce que j'ai acheté du LinkedIn Learning, j'ai acheté du group study, j'ai acheté XY en fonction de mon métier. Et au final, le collaborateur, quand il arrive dans cet espace, eh bien, il ne savait plus par où commencer. Donc, il y a un vrai besoin aussi d'accompagner. Et ça, c'est les connaissances et les compétences qui vont permettre d'accompagner dans cette démarche-là. Sur le collaborateur, quand il va arriver sur sa plateforme, plutôt que de se balader sur un catalogue, il faut plutôt être en capacité de lui dire, voilà, quels sont tes objectifs, définis ou pas avec le manager. Et si ton objectif, c'est de devenir chef de projet, tu as besoin de ces 4 connaissances-là. Et voilà les formations associées qui vont te permettre de les acquérir. Voilà. Est-ce que ce n'est pas le rôle justement du responsable de formation en entreprise? Alors, de définir le référentiel, évidemment. Il y a un vrai travail de l'entreprise au départ de définir ça. Par contre, de plus en plus, la partie objectif de formation, soit c'est en fonction du manager et des évolutions de poste qu'on souhaite sur la personne, voilà. Soit de plus en plus d'entreprises laissent aussi de la liberté. Alors, de la liberté dans des contenus et des compétences qu'ils auront sélectionnées, mais pour finalement trouver un degré d'autonomie pour le collaborateur dans le choix de ses formations. Voilà. On va pouvoir le guider, mais il faut lui laisser également un petit peu d'autonomie sur certaines formations de dernier kilomètre. Okay. Voilà. Et du coup, alors on a eu l'occasion lors de ce salon de présenter un projet qui réunissait un petit peu ça, c'est-à-dire ce besoin de scalabilité. On a présenté la Decathlon Academy qu'on a ouvert l'année dernière, donc un peu plus de 140 000 personnes formées en 9 mois dans le monde entier, avec un usage qui était entièrement orienté compétences et qui mixait toutes les modalités possibles. Donc, que ce soit du coaching, que ce soit de la formation e-learning, que ce soit de la classe virtuelle. C'est vraiment un projet qui reprend l'ensemble de ces éléments et c'est pour ça que je pense qu'on a été nommé pour remporter ce trophée parce que ça mixe bien tout ce qui est possible de faire sur la partie compétences, connaissances et évaluation de la personne, mais également la possibilité d'avoir des parcours multimodalités, quelque part du sur-mesure industriel. Pour chacun des 140 000 collaborateurs, on est en capacité d'avoir un parcours adapté en fonction de la personne et des compétences qu'il souhaite développer par la suite. C'était un peu la réponse, en tout cas, qu'on pouvait apporter avec ce business case et l'usage déployé depuis 9 mois. Alors, maintenant, on va donner la parole à Patrice Bertrand pour Expert Quiz. Patrice. Oui, sur les tendances, avancez peut-être à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Sur les tendances remarquées au salon, comme tout le monde, moins de monde évidemment, mais des gens qui sont motivés, qui ont vraiment des besoins et très souvent des besoins qui ont été renforcés ou rendus plus urgents par le confinement, évidemment. Donc, une préoccupation majeure pour la formation à distance, c'est une évidence. Et Blended, à terme, pendant le confinement, on était en distance pure, mais dès la rentrée, les gens étaient déjà dans un mode Blended. Tout le monde, enfin beaucoup qui ont découvert les formations en mode Zoom ou autre d'ailleurs, outils équivalents, mais tous les gens se sont aperçus que c'était pas très difficile à mettre en œuvre, que finalement avec très rapidement on pouvait avoir que ce soit 10, 20 ou 50 apprenants en ligne, en train d'écouter dans des conditions satisfaisantes une formation, mais on s'est aperçu aussi que quand même pour garder l'attention des gens, pour que ce soit vraiment des formations efficaces, dynamiques, engageantes, il fallait des outils autour de ça. C'est-à-dire que Zoom, ça permettait de voir le prof, de voir ses slides
de temps en temps, mais ça ne suffit pas. Et il faut être capable d'entourer ça avec des exercices, des activités interactives, de l'évaluation de formation en aval, de la préparation même également des formations. Et voilà. Et donc, il y avait un besoin d'accompagner Zoom. Et d'ailleurs, les gens, c'est marrant, pendant pas mal d'années, on entendait des gens qui venaient nous voir, ou nous ou d'autres fournisseurs de LMS, en disant, OK, vous avez des outils, mais est-ce que vous intégrez la webconférence? Et nous, on répondait systématiquement, non, c'est pas notre métier. La webconférence, c'est une autre gamme d'outils et on va jamais faire aussi bien que Zoom ou Google Meet ou Skype. Et là, les gens ont découvert ce que ça voulait dire à cette occasion. C'est-à-dire qu'effectivement, ça sert à rien qu'un LMS essaye de faire de la webconférence. Les deux cohabitent très facilement côte à côte. En revanche, c'est vrai qu'on ne fait pas des bonnes formations juste avec Zoom. Voilà, et donc ça, c'est un sentiment, il me semble qui est apparu ou qui s'est renforcé avec le confinement. Et à l'occasion du salon, tout le monde avait ça en tête, qu'il fallait des outils pour accompagner les formations, que ce soit à distance ou blended. Et oui, alors pour confirmer ce que vous dites, hein, Patrice, on s'est aperçu effectivement dès le mois de juin qu'on avait beaucoup utilisé des outils de téléformation, hein, donc de visioconférence, comme vous dites, Zoom ou d'autres. On a même parlé de zoomification. Et on souhaitait effectivement au FOD bien préciser ce qu'on a fait dans le cadre d'une tribune, qu'il y avait d'autres outils et qu'on ne pouvait pas dire qu'on faisait de la formation à distance avec seulement d'une transplantation du présentiel en visio, et que ça, ce n'était pas du tout de la formation à distance. Il y avait d'autres outils, puis il y avait surtout aussi à créer des activités pédagogiques. Donc, et peut-être qu'on est à un moment où on va basculer vers plus de formation à distance, mais effectivement, de bien expliquer à tous ceux qui ont testé dans l'urgence des dispositifs de visio que voilà, ce n'est qu'un petit morceau de ce qu'on peut faire en formation à distance. Exactement. Pardon, pour les participants, si vous pouvez revenir à la planche tendance et enjeux, parce que celle-là, c'est pour la suite. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ces outils. Il y a différentes catégories. Il y a des outils que l'on prépare en amont, et typiquement des évaluations, comment dire, importantes qui se préparent en amont avec des bases de questions, des questionnaires, des certifications, etc. J'y reviendrai un petit peu. Mais il y a aussi des outils purement d'animation interactive, souvent impromptus, où le formateur, l'animateur va pouvoir spontanément mettre en œuvre un petit brainstorming, un petit sondage, un mini sondage auprès de ses participants, etc. Et ça aussi, ça demande des outils pour être fait de manière fluide et efficace dans le courant d'une formation. Voilà. Un autre sujet où on a vu, ça datait pas du Covid, mais ça fait déjà peut-être un an ou deux qu'on sent un intérêt renouvelé sur toutes les démarches de certification. De toute nature d'ailleurs, il y a bien sûr le déploiement des CQP dans certaines branches professionnelles qui connaît un regain d'énergie, d'intérêt. Il y a pas mal d'entreprises qui ont des certifications réglementaires, c'est-à-dire que des catégories entières de collaborateurs doivent souvent, de manière annuelle, être certifiés sur les compétences essentielles de leur métier. On trouve ça dans l'industrie, on trouve ça dans la pharmacie, on trouve ça dans la finance. Voilà, et ça, c'est un besoin majeur. Parfois, c'est réglementaire, c'est-à-dire c'est vraiment une obligation légale. Parfois, ce sont les entreprises elles-mêmes qui ont décidé que ce serait une obligation pour les collaborateurs d'être certifiés sur tel et tel sujet. Et parfois aussi, bien sûr, ces certifications s'intègrent dans la démarche de formation. C'est l'étape ultime qui permet de valider les acquis d'une formation.
Voilà. Et cette certification, comme je l'évoquais tout à l'heure, elle peut être, comment dire, gérée module par module, thématique par thématique, mais elle peut aussi être intégrée dans une démarche plus large de gestion des compétences. Euh, euh, voilà. Le troisième sujet où j'ai senti voilà, une tendance spécifique cette année, encore une fois, ce n'est pas une nouveauté absolue, mais il me semble que les gens étaient plus encore sensibilisés. C'est tout ce qui touche à la personnalisation et l'adaptativité de la formation. C'est-à-dire que en blended, il va y avoir une partie de la formation qui est entre les mains d'un formateur qui est le chef d'orchestre, le pilote de, de la formation, des échanges, des activités, etc. Et il va y avoir une autre partie qui se déroule de manière, on va dire, automatisée sous l'orchestration d'un outil de type LMS. Et cette partie, la partie entre les mains du formateur, elle est évidemment personnalisée. Enfin, pour les bons formateurs, évidemment, ils sauront s'adapter aux apprentissages de chacun, aux bases de chacun, aux attentes de chacun, etc. Eh bien, tout l'enjeu, c'est que la partie qu'on pourrait appeler automatisée ait la même capacité d'adaptation et de personnalisation que la partie humaine. Est-ce que Patrice, Afin de... là-dessus, vous Oui. pouviez nous donner un exemple un peu précis de cette possibilité de personnalisation du parcours? Oui, alors il y a pas mal de manière concrète, ça se joue à pas mal de niveaux. Bien sûr, un premier niveau, c'est l'amont, comme Arnaud en a parlé, le choix des formations les plus adaptées à chacun, mais ça obéit à des process qui sont déjà à peu près bien connus. On va évaluer les compétences d'une population de collaborateurs afin de bien euh, euh, cibler les formations qui lui seront les plus utiles. Mais après, le plus intéressant et le plus complexe peut-être, c'est dans le courant même d'une formation. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a plusieurs sujets. On peut déjà adapter dans des évaluations. Au sein même d'évaluations, on peut adapter le choix des questions à toutes les réponses précédentes qui ont été données par la même personne pour cibler sur des sujets où on a détecté des faiblesses, pour ne pas trop revenir, faire perdre du temps à revenir sur des notions qui sont déjà acquises. Donc ça, c'est un premier niveau de personnalisation et d'adaptabilité. Ensuite, à l'issue d'une évaluation intégrée à un parcours de formation, on va prendre des décisions quant aux étapes suivantes. Et là, on a une gestion qu'on appelle de gestion des conséquences d'une étape d'évaluation. Et c'est-à-dire qu'en analysant les résultats de la personne sur les premières évaluations passées, on va prendre des décisions et on peut l'aiguiller sur tel ou tel autre module dans le même parcours de formation. Donc là, on a vraiment une adaptation par laquelle on fait suivre à chacun une route à l'intérieur, bien sûr, d'un champ qui a été défini par rapport à la thématique de la formation, mais on fait suivre à chacun une route qui lui est personnelle. Et puis un troisième sujet ensuite, c'est dans l'analyse que l'on fait d'une évaluation, et en particulier d'une évaluation finale qui clôt une formation, de présenter un bilan extrêmement détaillé, c'est-à-dire non pas un score unique qui résumerait tous ses acquis sur l'ensemble de la thématique, mais un score analytique qui permet vraiment d'être très précis dans ce qui est acquis, ce qui est en cours d'acquisition, ce qui reste à acquérir pour la suite et qui permettra également, bien sûr, de mieux l'orienter pour la suite. Okay. Voilà, j'en ai fini. C'était les principales tendances telles que on les perçoit. Et du coup, Patrice, le type… Alors,
pour voir la suite, justement, quelles sont les réponses un peu d'Expert Quiz par rapport à ces grandes tendances qui sont la volonté de personnaliser, la volonté de multiplier les outils quand même, d'avoir des vrais outils d'animation ou d'évaluation en amont, l'intérêt de la certification. Quelles sont les réponses d'Expert Quiz? Eh ben, sur chacun de ces sujets, on a des outils, enfin, ce que je décrivais à l'instant, pour partie, c'est des choses générales qui peuvent être offertes par une diversité d'outils du marché. Pour certaines parties, ce sont des spécificités de notre solution, hein, cette gestion adaptative des choix de questions dans des évaluations, cette gestion des conséquences à l'issue d'une évaluation afin de prendre des décisions de route dans un parcours de e-learning, et puis les outils d'animation de formation qui permettent, qui sont à disposition d'un formateur pour la partie présentielle d'une formation. Donc voilà, ce sont d'une manière générale, je ne vais pas rentrer dans la description précise de fonctionnalités, hein, mais ce sont différents sujets sur lesquels on a des réponses avec Expert Quiz. Et j'ajoute à ça la gestion vraiment structurée des compétences, c'est-à-dire que en parallèle avec les formations, on a vraiment une modélisation d'un référentiel de compétences propre à chacune entreprise ou à des branches professionnelles plus largement. Et par rapport à ce référentiel de compétences, on a la capacité à suivre la validation progressive de blocs entiers, de blocs de compétences. On a une sorte de petite hiérarchie de blocs de compétences, capacités, qui est en arborescence. Et au fur et à mesure que les personnes valident des capacités ou des compétences, ça concourt à valider des blocs. Et ensuite, la personne peut modéliser et visualiser sa progression vis-à-vis des blocs de compétences. Et aussi une modularité ou modularisation, effectivement, des apprentissages en fonction, à partir de blocs de compétences, par exemple. Voilà, et dans cette gestion des compétences, vraiment du référentiel de compétences, certaines des compétences, comme on le sait bien, ne sont pas validables par de simples tests interactifs. Certaines compétences, et parmi les plus importantes, ne peuvent être validées que par l'observation, soit d'un formateur, soit d'un manager, soit de différentes personnes habilitées. Et c'est important que les compétences validables de manière automatique et les compétences qui ne peuvent être validées que par un tiers humain soient intégrées dans un même dispositif de gestion des compétences. Je remercie Patrice pour ces précisions. Donc, le temps leur tourne. On voulait vous poser du coup à chacun une question qui a trait en fait à la qualité. Vous savez tous que c'est un sujet quand même d'actualité assez brûlante, hein. On demande d'ailleurs aux organismes de formation d'avoir bientôt une certification Calliope au 1er janvier 2022. C'est aussi une forte attente des entreprises de pouvoir aussi avoir des retours sur les formations de leurs collaborateurs et pour en connaître mieux l'efficience. Et puis, bien évidemment, c'est aussi une attente des financeurs de la formation pour justifier de la réalisation de l'action de formation. Donc, à tous les quatre, je vais commencer par Stéphanie, chacun avec effectivement son point de vue, son métier, comment il voit effectivement comment il appréhende cette question de la qualité en formation à distance. Stéphanie, à toi, je te remets, je t'ouvre ton micro. Oui. Alors, du coup, moi, je vais vous répondre plutôt d'un point de vue pédagogique. Donc, pour moi, la qualité d'un dispositif multimodal, ce serait comme dans un dispositif présentiel, c'est aussi s'assurer déjà qu'on a bien analysé le besoin des apprenants, soit avec des entretiens ou des tests amont de connaissances ou d'auto-positionnement. Donc ça, c'est le premier critère. Ensuite, une bonne ingénierie pédagogique, c'est-à-dire que oui, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut
revoir, on ne peut pas calquer complètement un présentiel sur un dispositif distanciel. Il faut retravailler le déroulé pédagogique, mixer le synchrone, l'asynchrone, ne pas hésiter aussi à demander du travail personnel aux apprenants. Donc un bon découpage en fait du déroulé pédagogique avec de la variété. Troisièmement, l'accompagnement du formateur référent, parce que j'ai vu souvent des dispositifs où on se dit bon, c'est distanciel, on a plusieurs intervenants, et au final, voilà, c'est comme dans des groupes en présentiel, il faut vraiment qu'il y ait un formateur référent tout au long de la formation, c'est-à-dire que voilà, qui s'investissent vraiment sur un groupe, hein, que ce soit ça peut être par exemple appeler les personnes pour savoir s'ils ont des difficultés, faire du tutorat en fait. Ou ça peut être aussi animer un groupe via le LMS par exemple. Poser des questions, voilà, leur donner des infos sur l'actualité. Je pense que c'est important pour qu'ils ne soient pas isolés, enfin, qu'ils ne se sentent pas isolés. Quatrièmement, la qualité des supports. C'est vrai que si vous mettez sur votre même si vous avez un beau LMS, mais que vous mettez que des PDF en ligne, ça va être pas forcément très dynamisant pour l'apprenant. Donc voilà, un design graphique soigné, des vidéos, et puis dans le cadre d'animation des visioconférences, pour les rendre le plus engageants possible, des jeux, des mises en situation, même à distance, on peut faire des choses. Et puis, favoriser aussi les échanges entre pairs, des exercices. Et puis, ça veut dire aussi former ses salariés, quand on est un organisme de formation, pour repenser les compétences nécessaires dans sa structure. Je te remercie pour ce rappel fort utile des bonnes pratiques de la formation multimodale qui sont encore loin d'être acquises par tous les acteurs. Il y avait juste un dernier petit point, si je peux me le permettre, c'est d'expérience, c'est aussi un bon support technique derrière qui va répondre aux difficultés et aux questions des apprenants. Voilà, les apprenants sont habitués à une instantanéité sur la navigation Internet, et si on ne les rappelle pas rapidement, ça peut vite devenir pour eux un critère qualitatif. Voilà. Très bien. Marc, pour toi, la qualité, de ton point de vue, elle passe aussi par quoi? Alors, il y a des choses qui sont, qui ont déjà été dites par les différents intervenants. Je reprendrai deux axes particuliers en me positionnant tout à l'heure ce que j'évoquais du côté juridique. Alors, pas seulement juridique. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, de plus en plus, de toute façon, on nous demande de rendre compte. Donc aujourd'hui, sur l'aspect juridique, on nous demande de rendre compte, on nous demande un certificat de réalisation, et puis on nous demande d'avoir demandé un certain nombre de travaux, d'avoir mis un accompagnement. Ça, c'est une chose, mais on peut le faire avec effectivement plus ou moins d'amplitude, un peu comme ce que l'évoquait Stéphanie. On peut le faire à des degrés moindres, et on voit aujourd'hui plein de mesures différentes. Par contre, effectivement, si je me place du côté de l'entreprise, elle, d'autres exigences. C'est-à-dire que d'une part, aujourd'hui, elle a besoin de valoriser ses formations au sens RH. Donc, ça rejoint l'aspect juridique parce qu'effectivement, il y a des règles, les règles juridiques des faisceaux de preuves à respecter pour que ce ne soit pas une simple mise à disposition de ressources et qu'elle puisse le valoriser dans son bilan social. Donc, ça correspond à une exigence juridique. Mais en même temps, aujourd'hui, les entreprises, elles ont de plus en plus, elles optimisent leur budget. Et le responsable RH ou le responsable de formation, on lui dit « Ok, est-ce que tu peux me prouver », c'est un peu ce qui a été évoqué tout à l'heure par Patrice, « est-ce que tu peux me prouver l'efficacité ou le retour sur investissement de ta formation ?» Donc, ça pose vraiment aussi une grosse question sur l'évaluation de la formation. Donc, si on prend tout cet ensemble d'exigences, pourquoi je le relie à l'aspect juridique? Parce qu'en fait, c'est un peu un entonnoir. C'est que ça commence par une construction pédagogique de plus en plus rigoureuse et de plus en plus exigeante. Alors, c'est un peu ce que j'ai évoqué, sans faire de pub plus qu'il ne faut de mon bouquin, le modèle différencié 4.0. Différencier, ce n'est pas une formation adaptée à la personnalité. Différencier, c'est une vraie exigence pédagogique, c'est de la modalité pédagogique. C'est-à-dire ça répond à des règles précises, donc on n'a pas forcément le temps ou à un type de construction pédagogique. Mais en même temps, effectivement, aujourd'hui, si je prends
deux axes, ben forcément, il faut mettre multimodalité. Alors, il faut mélanger du synchrone, de l'asynchrone, mélanger du PDF, de l'audio court, de la vidéo. Si on fait que du PDF, on est plutôt sur du cours par correspondance. Si on fait que de la vidéo, on est plutôt que sur un modèle MOOC. Et tout ça, ça peut être effectivement un peu démotivant, un peu lassant. Donc, si on va avoir une formation dynamique, une formation qualitative, et puis en même temps, si on prend en compte le coût de production de la formation. Donc voilà. Et un point particulier sur lequel j'insisterai, c'est que de plus en plus, ce qui nous apparaît important, c'est de mettre en place en fait un double tutorat. C'est que si on veut un tutorat d'une plus grande efficacité, il y a d'un côté ce qu'on appelle le tutorat technico-pédagogique, c'est-à-dire c'est effectivement c'est la hotline si la personne a des problèmes techniques, mais c'est aussi le coaching sur l'apprentissage, la manière d'apprendre, l'avancée, surveiller l'avancée de la personne. Alors évidemment, ça c'est plus relatif à des formations longues, mais c'est tout aussi valable sur des stages courts si on pense qualité et efficacité de la formation. Donc ça peut être fait par des personnes qui sont plus des assistants ou des assistantes techniques, enfin, ou pédagogiques. Et d'un côté, il y a le tutorat disciplinaire, donc le tutorat du prof, de l'enseignement, celui qui va faire un cours de droit, qui va faire un cours de management, etc. Et on ne peut pas lui demander de faire d'un autre côté ce tutorat, vérifier l'avancée de la personne. Lui, il est là pour effectivement répondre à des questions de fond, c'est-à-dire faire le tutorat disciplinaire. Et ce qui est exigeant ce qui me semble important, c'est que ce tutorat, il doit être à la fois asynchrone et synchrone. C'est-à-dire dans la construction de la formation, de mettre systématiquement des temps de classe virtuelle, des temps de régulation. Donc tout ça, ça répond à une construction pédagogique d'ensemble bien particulière. Et quel est l'entonnoir après dans l'outil pour rendre compte de la formation? C'est qu'à la fin, effectivement, il faut donner une réalisation, enfin des preuves, regrouper un certain nombre de preuves. Donc quand on demande de faire des travaux, bien entendu, il faut mettre des travaux réguliers qui peuvent être plus ou moins réguliers. Il n'y a pas de définition selon la durée de la formation. Mais si on place par exemple un simple QCM juste parce que ça doit être un jalon pour l'aspect juridique, non, il a aussi une grande exigence pédagogique. Donc il faut le regarder sous deux angles. Et puis plus on va jalonner effectivement cette formation avec un certain nombre de travaux, plus effectivement ça contribue à l'efficacité de la formation. Donc c'est vrai que c'est une question qui est assez complexe parce qu'elle a une exigence à la fois juridique, technologique, donc il faut développer des nouveaux outils par rapport à ça, et c'est un des travaux principaux que l'on mène actuellement, effectivement, pour apporter la preuve ou un maximum de preuves à la fois sur l'efficacité de la formation. Oui. Bien sûr, tout à l'heure, on parlait d'évaluation. Il y a des formations longues dans lesquelles il y a de l'évaluation, mais justement, dans des formations plus courtes ou sur des stages courts, mais là aussi, il faut mettre de l'évaluation alors qu'il n'y en avait pas avant. Et on peut être à la limite mieux disant en formation à distance qu'en formation présentielle, où on se contente de demander aux gens de signer une fois le matin, une fois l'après-midi, et à aucun moment donné, on vérifie les compétences qui ont été acquises. Et ça, c'est vraiment le vrai paradoxe de demander vraiment à la formation à distance d'avoir beaucoup plus d'exigences finalement que dans la formation en présentiel. Et ça, il faut le savoir, effectivement. Quand tu parles de double tutorat, effectivement, un des risques, un des écueils du distanciel, on le sait très bien, c'est l'abandon possible des apprenants qui sont effectivement à distance et qu'il faut pouvoir motiver avec un ensemble d'activités, avec du tutorat et de pouvoir valider ce parcours avec un ensemble de preuves. Je vais donner tout de suite la parole, excuse-moi Marc, mais à Arnaud et puis ensuite à Patrice parce que je vois qu'il est déjà 12h25. Arnaud, la qualité pour Rise Up et pour justement un directeur d'une entreprise de plateforme. Je rejoins assez ce qui a été dit sur l'évaluation jusqu'à présent. Je pense que le point le plus important, en tout cas, la qualité, ça se juge aussi à la fois à la fin sur les taux de complétion et le maintien des connaissances dans le temps. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une grande phase en amont qui est déjà bien qualifiée si la personne est faite pour cette formation. Et je pense que c'est ça le plus important parce que aujourd'hui, il faut être en capacité de guider la personne. Vous allez avoir des taux qui sont horribles si les gens s'inscrivent à tout. Si la formation n'a aucun impact sur leur métier au quotidien, évidemment que vous allez avoir des taux de complétion qui sont
très faible parce que finalement, on apprend des connaissances et des compétences inutiles à la personne pour son quotidien. Donc, je pense que ça passe aussi par en grande partie en amont, mieux sélectionner, être en capacité de mieux choisir les formations en fonction du profil de la personne. Et le deuxième point, c'est aussi une fois qu'on a terminé la formation, l'intérêt du digital, c'est d'être justement là pour le après, une fois que c'est terminé, et prolonger l'expérience dans le temps. Et c'est les 2 points clés pour moi pour vraiment mesurer la qualité. Merci Arnaud. Patrice, un petit mot également sur la qualité. On a vu qu'Arnaud, c'est en amont sur du positionnement et puis en aval pour voir effectivement dans le temps comment se sont passés les apprentissages et leur mémorisation. Pour vous, Patrice, est-ce que vous avez quelque chose à nous Eh ajouter? bien, en matière de qualité, je propose de faire un petit focus sur le sujet de l'évaluation, mais cette fois-ci dans l'autre sens du terme. Et c'est vrai que c'est intéressant d'ailleurs de voir que le mot évaluation, il a 2 sens dans le contexte de la formation. Il y a l'évaluation des connaissances objectives autant que possible. Et puis, il y a ce qu'on appelle classiquement l'évaluation de formation qui consiste à mener des enquêtes. Ça peut être parfois, c'était un simple formulaire papier à l'issue d'une formation. Maintenant, de plus en plus, c'est dématérialisé. Mais c'est ça aussi que l'on appelle l'évaluation de formation, c'est-à-dire conduire des enquêtes auprès des apprenants et parfois également des formateurs et parfois également du manager des apprenants, et ceci à la fin immédiate d'une formation, mais également à froid. C'est tout ce qu'on appelle le dispositif de type Kirkpatrick, comme certains connaissent sans doute déjà. Et donc ça demande la capacité à la fois au niveau des outils à élaborer des formulaires d'enquête, un peu à la mode Google Forms ou SurveyMonkey, mais qui soient autant que possible intégrés dans la plateforme LMS, et ça demande également la capacité à planifier ça dans le temps, c'est-à-dire à l'issue d'une formation, à automatiquement programmer qu'à J+1, peut-être on enverra des questionnaires à froid, à J+40 ou plus 60 jours, on enverra des questionnaires à chaud et également à froid également au manager, et que tout ça va être consolidé dans une mesure analytique de la qualité perçue des formations. Et la qualité perçue, c'est une dimension essentielle de la qualité, évidemment. Et là où nous, on essaye de se différencier, c'est en essayant d'intégrer à cette évaluation qualitative de la formation l'évaluation des connaissances avec le même dispositif, c'est-à-dire de dire, puisque on a un dispositif par lequel on va pouvoir automatiquement s'adresser à nouveau à tous les apprenants à J+1, à J+10, à J+60, c'est-à-dire qu'on est en capacité de leur soumettre des activités. Ça peut être des enquêtes relatives à leur satisfaction, mais ça peut être aussi d'autres activités d'apprentissage et d'évaluation de connaissances. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la formation est prolongée dans le temps, elle peut l'être uniquement pour leur adresser des enquêtes et leur demander 60 jours plus tard, est-ce que de retour sur le terrain, vous avez le sentiment que cette formation vous a été utile? Et ça, c'est une excellente question déjà. Mais on peut aussi en profiter par le même dispositif pour leur dire, est-ce que vous voulez ancrer un peu mieux vos apprentissages en répondant de manière régulière, peut-être même une fois par semaine, peut-être une fois par jour, à des nouvelles sollicitations d'évaluation. Et ça permet d'intégrer dans un même dispositif l'évaluation de formation et la prolongation des formations dans le temps, c'est-à-dire dans le but d'améliorer les ancrages. Oui, ça c'est un élément effectivement très intéressant. Et justement, sur ce point-là précisément de l'évaluation qualitative à froid à plus 20, 60 jours, ou est-ce que vous avez eu déjà des retours d'avoir effectivement des apprenants qui continuent sur un temps plus long à vérifier et à approfondir encore l'ancrage de leurs connaissances? Oui, clairement, notre sentiment, c'est que quand la chose est proposée à l'issue d'une formation, la plupart du temps, les gens sont volontaires. C'est-à-dire, on leur dit, est-ce que vous souhaitez recevoir des sollicitations? Ils disent oui. Après, dans la pratique, ils ne vont pas répondre à toutes les sollicitations, si elles sont nombreuses. Si on leur a soumis quelques questions, je ne sais pas, 5 questions tous les lundis matins pendant 3 mois, il y a des lundis où ils n'auront pas le temps de répondre. Mais ce n'est pas grave, c'est quelque chose qui est opt-in, si on peut dire. Mais en Ok. tout cas, nous, parmi nos clients, on a
un ensemble qui s'était adressé à nous uniquement pour ce qu'on appelle l'évaluation de formation, c'est-à-dire à base de questionnaires, à base d'enquêtes. Et à l'occasion du confinement, presque tous qui n'utilisaient que cette partie-là d'Expert Quiz, se sont dit si on pourrait en profiter pour intégrer des questionnaires dans le même dispositif, c'est-à-dire passer de l'évaluation qualitative à l'évaluation de compétences. D'accord. Je vous remercie pour ces précisions. Voilà, on va bientôt clore ce webinaire. Je regardais donc pas beaucoup de questions. Alors, il y a une question de Franck qui dit trop de mots qui finissent en ing. Aurons-nous la liste des définitions? Donc, j'imagine que Franck n'est pas un ami des anglicismes. Voilà. Sinon, une question de Christelle Destombe qui, oui, alors Christelle nous dit les appels à projets pour la modernisation de l'offre de formation dans le plan de relance sont-ils ouverts? Question. À ma connaissance, ils ne sont pas ouverts, à moins que vous ayez eu d'autres informations. Et deuxième question qu'elle pose, y a-t-il une veille de votre côté sur ces opportunités? Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? En tout cas, de ce qu'on a suivi, c'est qu'on n'a pas encore les modalités d'application et de financement, notamment pour les organismes de formation. Après, voilà, les LMS vont devenir obligatoires maintenant. Donc oui, il faut surveiller tout ça, voilà, et pouvoir proposer, être en capacité de proposer des choses. Mais bon, pour l'instant, ça reste encore trop vague. Oui, pour nous aussi, au FOD. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a invité Karine Seller, qui est le haut-commissaire aux compétences, à venir intervenir lors de notre conseil d'administration pour nous présenter un peu plus précisément, en fait, les axes du plan de relance. Et ce sera ouvert à tous les adhérents du FOD. Hein. On le fera en visioconférence, donc vous pourrez effectivement bénéficier un petit peu peut-être de ces éclairages. Écoutez, il est l'heure. Du coup, je crois qu'on va vous laisser. Il y avait quand même une question de Sandrine qui disait que pensez-vous de la future plateforme obligatoire? Oui, bon alors, cette idée de plateforme obligatoire, effectivement, pour l'instant, est encore à l'état de réflexion, Sandrine. Hein, on n'a pas eu de précision sur cet aspect-là. Je voulais simplement vous remercier déjà chaleureusement nos intervenants hein, pour d'avoir participé à ce webinaire et vous dire que il sera en replay pour tous ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, donc il sera consultable sur le site en rediffusion, pardon pour l'anglicisme, et que notre prochain rendez-vous sera le 19 novembre pour un webinaire sur les questions d'actualité juridique qui sera du coup porté par le cabinet Fromont-Briens et qui est Sabrina Dougados, qui est du coup administratrice au FOD et qui nous fera donc un point juridique fort utile qui abordera certainement les questions du FNE, surtout si on est amené à être reconfiné, et puis sur les différentes actions législatives ou dispositifs mis en place par le ministère. Voilà, je vous remercie tous et toutes chaleureusement. Tout le monde. Très bon après-midi. Plaisir d'échanger. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.